Bienvenue à toutes et tous pour cette première séance 2025 du séminaire en ligne de l'IASPMBFE. On se retrouve aujourd'hui avec une séance sur le punk. On va écouter Mariana Lucarini, qu'on est très heureux d'accueillir. Oui, Euh, d'ailleurs, on en discutait avec Mariana pendant que tout le monde se connectait, mais séance qui est aussi un petit peu en écho. Je pense qu'il me semble que c'était en 2023, en juin, qu'il y avait eu, dans la troisième année du séminaire, où il y avait aussi eu une séance sur le punk. On avait écouté Manuel et Synchrone Lee sur le punk aussi. Donc, intéressant de voir comment un sujet d'étude aussi fertile continue d'être un bon sujet d'étude. Et sur ce, je vais te présenter un petit peu, Mariana. Donc, as obtenu en 2021 en master en discipline de la musique et du théâtre à l'Università degli Studi di Bologna, de oui, Bologne. Pologne. Euh, Exactement. Tu es doctorante à l'école doctorale Arts et Médias 267 à l'Université Sorbonne Nouvelle, Mhm, où tu mènes une recherche sur la production culturelle dans les squats en Europe. mhm, Et parallèlement, tu occupes aussi un poste de chercheuse contractuelle à l'Università degli Studi Rome 3, mhm. Rome 3. Alors, je continue un peu sur la présentation. Dans ta carrière, tu as travaillé dans le domaine de la communication, des relations presse, la direction artistique dans plusieurs institutions italiennes de renom, comme la Fondation Teatro dell'Opera di Roma, la Fondation Teatro di Roma et l'Emilia Romagna Teatro Fondazione. Et toutes ces expériences, ça enrichit ton parcours professionnel comme académique, et ça t'a permis un petit peu d'approfondir les dynamiques de production et de gestion des événements culturels et performatifs. Et aujourd'hui, tu vas donc nous faire une communication sur le punk. Je te laisse partager Oui, ton PowerPoint. Et je le rappelle pour celles et ceux qui sont connectés, que donc le séminaire est enregistré et la partie intervention est enregistrée. Ensuite, il y aura une partie question qui, elle, ne le sera pas. Et la partie exposée est donc ensuite disponible sur la chaîne YouTube de l'ISPM BFE, où vous pouvez voir aussi les précédentes interventions. Et sur ce, Mariana, je te cède la parole et on t'écoute donc pour ta présentation. ok, merci. Et bah alors, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et les concepts de contre-culture a été largement analysé et défini en termes d'opposition à la culture dominante. Selon Theodor Rodzak, qui a inventé les termes en 1968 dans son essai The Making of a Counterculture. La contre-culture est une réaction à la technocratie, un système social perçu comme aliénant et rigide. L'analyse de la contre-culture par Christophe Borsellier et Olivier Penola-Cassagne dans leur livre Contre-culture met en évidence trois éléments clés qui apparaissent également dans les punks. C'est-à-dire l'opposition à la culture dominante, la capacité à traverser les frontières conceptuelles en entrant dans des sphères artistiques qui ne sont pas strictement musicales, et la recherche d'un ailleurs entendu comme un espace à la fois mental et physique. Le punk est un genre musical apparu au milieu des années 70 et qui s'est rapidement imposé comme un mouvement musical, culturel et social avec une forte charge de rébellion et dérégé des conventions dominantes. En termes musicologiques, le punk se distingue par ses caractéristiques techniques, esthétiques et stylistiques qui reflètent son essence directe, brute et subversive. Le punk trouve ses racines dans les garages rock des années 60, un genre caractérisé par une approche lo-fi et une production rudimentaire. Les contextes socio-économiques dans lesquels le punk est né est tout aussi crucial. En Angleterre, le chômage des jeunes et la crise économique des années 70 alimentent un sentiment de désillusion et de nihilisme. En 1887, Nietzsche analyse le nihilisme européen et en donne la définition suivante. Notre civilisation tout entière se meut depuis quelque temps sous une tension qui s'accroît de décennie en décennie, aussi inquiète, violente, précipitée, qu'un courant qui va en finir, qui ne pense plus. Nietzsche prévoit alors dans l'avenir un mouvement qui abolira ce nihilisme accompli, mais qui le présuppose logiquement et psychologiquement, qui ne peut absolument venir qu'après lui et à partir de lui.
L'insurrection punk a amplifié la rhétorique médiatique de l'émancipation et de la crise. D'origine inconnue, le mot punk, qui remonte au XVIe siècle, était archaïquement utilisé comme synonyme de prostituée. Par exemple, le terme punk a été utilisé dans ses sons par Shakespeare dans Measure for Measure, mais de manière ambiguë. Ces connotations fortement péjoratives, banariens pourri, reflètent le rejet du système de vie organisé autour de la conformité sociale et des valeurs communautaires. La musique, les vêtements, les coupes de chevaux et l'argot constituent les formes ostentatoires d'une lutte frontale déclarée en surface. La logique du découpage, de la juxtaposition, du bricolage prévaut. On porte des épingles à nourrice, des sacs poubelles, du plastique, du maquillage à outrance, des cheveux teints, des cadenas, des chaînes, des vestes déchirées ou recouvertes de graffitis. Les matériaux sont vulgaires, les couleurs criardes, les postures catatoniques ou aliénées, voulant métaphoriser l'identité prolétaire du punk. Sur les maquillages pâles émergent les visages monstrueux et intolérables du capitalisme. Les noms des groupes Sex Pistols, Clash, The Damned, Dead Boys, tout comme le titre de chanson, illustrent le déclin britannique. Les désirs de sécession violente étaient également représentés par des performances scéniques agressives, l'iconographie du fétichisme sexuel, masques, robes en latex, collants en résille, chaînes, et des danses qui transformaient les mouvements fluides et codifiés des danses folkloriques en pantomimes brutales ou abstraites, telles que le pogo ou les mushing. Les pogos est une rencontre d'intensité variable entre spectateurs. Les mushing s'apparentent au pogo dans son exécution, mais s'en distinguent néanmoins. L'exécution du mushing consiste à donner des coups de coude dans une mêlée, à pousser son voisin et à effectuer des moulinets, c'est-à-dire des mouvements de rotation rapide avec les bras tendus. D'un point de vue musical, les groupes ont respecté un schéma fixe. Aucune chanson ne devait durer plus que 3 minutes. Chaque chanson commençait par les comptes 1, 2, 3, 4 et il n'y avait pas de solo instrumentaux et la chanson s'interrompait brusquement. La voix, souvent criée ou chantée avec une intonation approximative, est un autre élément distinctif, soulignant les règles de la technique vocale traditionnelle en faveur d'une expression émotionnelle directe. Sur le plan textuel, le punk est intrinsèquement politique et provocateur. Les paroles abordent les thèmes de l'aliénation, de la colère sociale, de l'anarchie et de la critique du système. Des chansons comme Anarchy in the UK des Sex Pistols incarnent cette tension entre la désillusion sociale et l'urgence du changement. Dans le punk, la mélodie est souvent subordonnée au rythme et à l'énergie générale. La dynamique du punk est généralement uniforme, avec une prédilection pour les niveaux sonores élevés et constantes. Ces choix reflètent l'intention de maintenir une énergie constante et une connexion immédiate avec l'auditeur. Le punk a eu un impact durable sur la musique et la culture, donnant naissance à des sous-genres tels que le punk hardcore, le post-punk et les pop-punk. Il a également influencé d'autres domaines artistiques tels que la mode et les graphismes grâce à l'esthétique do it yourself. En conclusion, le punk est bien plus qu'un genre musical, c'est une déclaration artistique et politique, une forme de résistance et un moyen d'expression collective. Par sa simplicité technique, son impact sonore et sa charge symbolique, le punk a redéfini les frontières de la musique populaire et laissé une marque indélébile dans l'histoire culturelle. Au-delà de l'analyse technique et musicologique, il est essentiel de souligner le rôle crucial dans l'histoire du punk des squats en tant qu'espace physique et symbolique où la contre-culture pouvait se développer. À cet égard, je propose maintenant l'analyse et la narration des 3 foyers culturels, pour reprendre les termes de Pierre Roumeau dans ce livre Accords et Acré, centre névralgique des 3 villes européennes différentes. La prise de conscience que l'étude de lieu est d'une importance capitale pour une compréhension approfondie des dynamiques contre-culturelles, supposant une relation entre les structures de l'espace social et les structures de l'espace physique, est fondamentale.
Comme l'explique Pierre Bourdieu, la position d'un agent dans l'espace social est déterminée par les relations et les distances qu'il entretient avec les autres agents, concept qui se reflète ensuite dans l'espace physique. En d'autres termes, les positions qu'occupent les individus ou les groupes dans les champs sociaux se manifestent également dans leur distribution spatiale. Par exemple, les types de quartiers ou d'environnements dans lesquels ils vivent, les lieux qu'ils fréquentent, etc. L'espace physique devient ainsi une représentation matérielle des hiérarchies et des structures de pouvoir du champ social. Ces liens entre espace social et espace physique peuvent être analysés dans de nombreux contextes, y compris ceux liés à l'occupation des espaces culturels. Selon Marco Filopat, occupant historique du virus à Milan et auteur du livre Costretti a sanguinare, ces concepts mieux décrits dans la phrase suivante. Nous cherchions un lieu physique où nous pourrions régler notre existence compliquée. L'occupation du virus est née de l'association étroite des pans milanais avec le Vidicon, une autre occupation de logement dans les mêmes bâtiments au 18 de Via Correggio. C'est là, à la suite d'une réunion de diverses réalités locales, qu'il a été décidé en 1982 de créer un espace dédié à la musique et au concert punk. Le nom choisi pour le lieu, Virus, donnera lieu à une série de théories et de suppositions journalistiques, mais il doit en réalité son origine au fanzine américain Fangoria et à Ambius, protagoniste d'une bande décidée d'horreur. Un bal est installé, la salle de concert est insonorisée, les systèmes d'éclairage et l'instrumentation sont achetés par tranche. Une grande peinture murale en noir et blanc est érigée près de la scène. Les sujets est la pochette d'un disque de Discharge et en dessous est écrit quand les systèmes ferment tous les espaces, il ne reste que la musique pour exprimer votre désaccord. Et je vous montre maintenant ces vidéos et dites-moi si les sons, ça va assez. Il progetto con cui era nato il virus, no? Era lo sviluppo di cultura autonoma e autogestita, no? Noi offriamo il palco a tutte le situazioni, a tutti i gruppi, a tutte le persone che avevano realmente qualcosa di antagonista e che salivano sul palco solo o per comunicazione, non per guadagnare soldi o fama. Ok. En avril 1982, l'ouverture au public s'est faite à l'occasion de l'offensive de printemps, un événement de 3 jours consacré à la musique et au concert. Le virus devient rapidement une référence pour tous les punks du nord de l'Italie. Le punk proposé dans cet espace est le résultat d'une union fructueuse de nombreuses tendances stylistiques différentes, plus ou moins politisées. De la matrice libertaire et pacifiste de Cress, groupe punk londonien réputé, en passant par les anarchistes féministes végétariennes, Flocks of Pink Indians, jusqu'au straight edge, c'est-à-dire la courant punk qui rejette l'alcool, les drogues, la violence pour elle-même et le gaspillage de la sexualité, représenté par Minor Threat, un groupe américain. Il est frappant de constater que de nombreux sujets abordés par les jeunes punks sont déclinés dans un discours existentiel. Les relations politiques, la violence extérieure, l'autoproduction musicale et même les pogos sont expliqués à l'aide des termes et des expressions basés sur l'éducation personnelle et collective. Les conditions existentielles complexes des nombreux jeunes sont apparues et se sont traduites par une consommation généralisée de drogues, même dures, qui ont fortement affecté la vie quotidienne dans l'espace occupé.
Le virus a été expulsé le 15 mai 1984, une année que Marco Filopate décrit comme l'année de Big Brother et la fin du punk. Questo è un comunicato del collettivo PAN, che da più di 9 mesi si autogestisce lo spazio virus nell'area occupata di via Correggio 18. Questo spazio ci verrà tolto tra breve da agenti del sistema. Tutta l'attività e la lotta che abbiamo portato e porteremo avanti è frutto di una spontanea e libera aggregazione. Non cadrà mai in nessun tipo di compromesso e sarà pronta a combattere ogni tipo di attacco reazionario da chiunque si faccia servo di un potere per l'anarchia e l'autogestione. Collettivo PAN del virus. Questo braccio perché è stato politico del calcio di San Vittore, perché non ci si dimentichi dei compagni che non ci sono in galera. Questo braccio, la disposizione. David Harvey, dans The Right to the City, explique que le droit à la ville ne se réduit pas au droit d'accéder aux ressources urbaines, c'est le droit de nous changer nous-mêmes en changeant la ville. De plus, il s'agit d'un droit collectif plutôt qu'individuel, puisque la transformation inévitable de la ville dépend de l'exercice du pouvoir collectif de remodeler le processus d'urbanisation. Pour les punks parisiens, cette émergence collective s'est traduite par la recherche d'espaces autonomes où ils peuvent expérimenter, donner des concerts et répéter loin des contraintes ou des salles commerciales. La Miroiterie, un squat culturel situé dans le 20e arrondissement de Paris et occupé pendant une quinzaine d'années par des artistes et des activistes, constitue un point de repère à cet égard. Dans cet espace, ancienne miroiterie et auparavant maison d'un peintre nommé Daniel Pipard, des concerts de punk, de rap et de jazz ont été organisés, attirant des groupes du monde entier et devenant un point de référence pour la scène underground parisienne. L'usine abandonnée est redécouverte en 1999 par Cthulhu, un artiste qui avait déjà travaillé dans d'autres squats. Avec deux autres punks, Cthulhu, qui se présente comme l'underground c'est moi, transforme l'espace en centre d'art autogéré, le décor de mosaïques de miroirs brisés et l'aménage pour le rendre habitable. Les espaces de l'ancienne usine avaient été réaffectés pour accueillir des concerts et des ateliers artistiques et environ 13 personnes y vivaient en permanence. Ce microcosme artistique était aussi un mélange de diversité avec des punks, des étudiants, des journalistes et même des politiciens qui soutenaient son existence. Décemment, je pense qu'un squat comme la Miroiterie, avec ce qui s'est passé, si on reste encore à ce moment, c'est d'utilité publique dans une ville comme Paris. Il faut, c'est comme Berlin, comme toutes ces grandes villes, c'est du 100% pur jus, quoi. C'est la vraie vie, tu vois. C'est les gens, c'est pas aseptisé. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et puis, il y a un côté familial, même si on ne s'aime pas tous, mais il y a un intérêt entre les gens qui aiment des groupes, là, les gens qui s'occupent des groupes, et le public, évidemment, il y a un côté familial, un côté, il y a enfin un lieu où on peut se réunir et être libre, tranquille, sans se prendre la tête. Toi. Ah ouais, c'est ça être indépendant aussi. C'est pour ça que j'aime bien ce style de squat, parce que c'est des vieilles maisons qui ont une âme, où il y a eu des artistes qui ont vécu depuis longtemps avant nous. Ici, c'est ça que j'aime bien, c'est l'âme. Et
Et pendant les années d'occupation, la salle de concert de la Miroiterie a été visitée par plus de 15 000 groupes, avec des concerts tous les soirs, 4 groupes par soir au minimum. Et ça marche, et ce qui est bien dans le milieu punk, c'est pas un mouvement qui est froid, c'est que les gens ils aiment bien discuter, du coup les gens se sentent à l'aise, et ça change. Mais c'est un peu l'objectif qu'on essaie de faire aujourd'hui. C'est plus de faire vraiment des gros événements dans des salles officielles, parce que ce qu'on vient de dire, c'est pas trop l'esprit, en fait, compte la base de ce milieu. C'est vraiment faire des trucs improbables, des lieux cool. Mais à Paris, heureusement qu'il y a la Miroiterie, parce que sinon il n'y a pas grand-chose. Ça serait... Souvent, c'est des choses où c'est un peu trop loin et c'est pas évident que le public vienne jusque là-bas. Et d'un point de vue juridique, la Miroiterie s'inscrivait dans les contextes plus larges des occupations illégales en France, où les occupants qui parviennent à s'installer pendant plus de 48 heures ne peuvent pas être expulsés immédiatement, mais seulement par les biais d'une procédure judiciaire. Cependant, en 2009, une société immobilière appelée Terrel a acheté la propriété et a intenté une action légale pour expulser les occupants. En fait, il existait une alternative viable à l'expulsion. En 2001, la municipalité de Paris a accordé des autorisations d'occupation temporaire à des fins culturelles par les biais de conventions d'occupation précaire. Dans ces cas, les artistes devaient payer un loyer réduit et éviter de dormir à l'intérieur de l'immeuble. Selon les termes des occupants de la Miroiterie, il s'agissait d'une dictature culturelle et ils n'étaient pas prêts à accepter un tel compromis. En avril 2014, la police a exécuté l'ordre d'expulsion, marquant la fin d'une époque pour la Miroiterie. Et comme l'avais mentionné avant, les mouvements punk s'est caractérisé également par sa nature interartistique. Ces concepts est bien représentés par la pensée du philosophe Mikhail Bachin. Chaque signification vit sur les frontières qui la séparent d'autres significations. Ces frontières sont vivantes, elles ne se ferment pas, mais génèrent de nouveaux mots, de nouvelles idées, de nouveaux dialogues. En ce sens, l'attention de le Living Theatre au virus à Milan est particulièrement intéressante. Le Living Theatre est une compagnie théâtrale connue pour aborder des thèmes tels que la liberté individuelle, la justice sociale, l'anarchisme et la résistance à l'autorité. Ces représentations ont lieu à la fois dans des théâtres, dans des espaces non conventionnels, dans les buts d'utiliser le théâtre pour stimuler le changement. Il n'est donc pas surprenant que peu après la naissance du virus, deux membres de la compagnie ont participé à des réunions et ont organisé des spectacles théâtraux sur la dépendance à l'héroïne et à la cocaïne. Dans l'intention de poursuivre le volet théâtral et de créer une collaboration avec les poètes Linton Kwesi Johnson, le théâtre Miele, vide depuis des années, doté d'une très grande scène et d'une salle avec galerie, est occupé en 1984. Malheureusement, l'occupation n'a duré que quelques heures. La troisième et dernière étude de cas que j'aimerais aborder brièvement aujourd'hui est emblématique de ces dialogues ouverts entre les arts au sein d'un espace punk, les Kunsthausstacheles à Berlin. L'histoire de cet espace, dont les noms yiddish signifient parler franchement et sans détour, remonte au début du XXe siècle, lorsque le site d'environ 22 000 m² a été construit pour devenir un centre commercial dans l'ancien quartier juif du district de Mitte. Le bâtiment a été inauguré en 1909, mais les activités ont été interrompues peu avant le début de la Première Guerre mondiale. Dans les années 20 et 30, il a été utilisé à diverses fins, notamment pour abriter le bureau central de la Schutzstaffel SS. Pendant la période de la RDA, il est devenu le siège de la Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, c'est-à-dire la Fédération libre de syndicats allemands. Après la chute de Mur, compte tenu du mauvais état de la structure, sa démolition complète était prévue pour 1990, mais un groupe d'artistes anarchistes et de punks est intervenu en occupant l'espace. Les squats contenaient plusieurs studios d'artistes, des ateliers, un café, un bar à whisky, un théâtre et un cinéma. Les cages d'escalier est recouvert de graffitis.
Derrière le bâtiment principal, la cour était un espace d'exposition en plein air avec des œuvres faites de gravats, de vieux appareils, des voitures et d'autres objets. Au cours de l'occupation, le Tacheles a produit et accueilli de nombreux spectacles, tels que le théâtre expérimental de Paolo Petrescu, les performances de la Mutoid Weeds Company, des concerts punk, les compagnies théâtrales d'INTT et RAMM, l'artiste visuel Lemily et la danseuse et chorégraphe Sascha Waltz. Ein Nachmittag im Sommer 1991, mitten im frisch wiedervereinten Berlin. Hinter dem Kunsthaus Tacheles bereitet sich die internationale Künstlergruppe DNTT auf eine spektakuläre Show vor. Es wird laut und schrill. Und wahrscheinlich wird es Ärger geben. What am I going to do tonight? Don't try not to hurt myself. What is your project My project. about? I mean, what is the entity? What is the NTT? Fire, fight, fuck and fun. Am I allowed to say fuck? Es wird eine wilde Show. Typisch für die Zeit, typisch für die Stadt, typisch für Tacheles. Ein Jahr nach der Besetzung des Hauses. En 2012, le Kunsthaus Tacheles, symbole de la créativité et de la contre-culture à Berlin, a été racheté par un consortium d'investisseurs privés, marquant le début de sa transformation d'un espace autogéré et innovant en un projet immobilier commercial. Malgré les efforts des artistes et des activistes pour préserver les sites et son esprit créatif, le processus de gentrification a progressé rapidement. En 2018, le complexe a finalement été démoli, effaçant non seulement un lieu d'expérimentation artistique, mais aussi une communauté dynamique qui avait défié les conventions pendant des années, mettant en évidence les conflits entre l'art et l'urbanisation. Pour conclure, je voudrais m'arrêter brièvement sur un dernier point en insistant sur le renversement des intentions qui s'est presque toujours produit dans les mouvements contre-culturels. Au cours de réflexions d'Olivier Penola-Cassagne et de Christophe Bosselier, il y a le fait que les contre-cultures, avec leurs pratiques alternatives, ont souvent représenté des actes d'innovation et des critiques de la culture dominante. Toutefois, au fil du temps, nombre de ces mouvements ont été absorbés et reconvertis par le courant dominant, perdant ainsi leur signification originelle. Ce phénomène est également évident dans les contextes des squats où les espaces occupés, initialement des lieux de regroupement et d'expérimentation culturelle, ont été transformés en objets de gentrification. Avec l'arrivée d'investisseurs et de promoteurs, ces espaces, autrefois emblèmes de résistance, sont rénovés et commercialisés, réduisant la diversité culturelle et appauvrissant les communautés qui les animent. Dans ces processus, la culture dominante assimile non seulement des éléments de la contre-culture, mais elle en altère également l'essence, annihilant sa capacité de remise en question et de changement social. La conséquence de ces phénomènes est un fort sentiment de trahison de la part des occupants, une profonde nostalgie pour l'environnement qu'ils avaient créé, conduisant à une réflexion sur la perte d'une culture entière et d'espaces vitaux pour la créativité et l'activisme. Je trouve que ces émotions nostalgiques seront mieux décrites par les mots de Marco Filopate, qui termine son livre Costretti a sanguinare ainsi. Et le texte est en italien, et donc je la traduis ici. Alors. Penso che il 1984 sia stato l'anno in cui il punk, nella sua espressione più incisiva, è finito. Il no future, così come lo avevamo inteso fino ad allora, non significava più un punto d'arrivo ma di partenza. Non una negazione delle possibilità, ma un viviamo il presente, o meglio ancora, come un rifiuto del futuro borghese e il tentativo di crearci un futuro nostro, che concretizzasse, rendesse stabile e ampliasse quell'alterità radicale tanto sognata. Un passaggio non certo facile da assimilare, così molti tra noi, per condizione sociale o malessere esistenziale, non l'hanno capito e sono precipitati, come gran parte della generazione precedente, in uno dei tanti inferni metropolitani. Eroina, pazzia, lavoro regolare, famiglia. Tanti personaggi di questo libro sono purtroppo morti malamente, suicidati o in incidenti stradali, ma la maggior parte di loro per AIDS, cosa strana per ragazze che erano essi stessi virus qualche tempo prima della pestilenza.
Forse aveva ragione Claudio Del Vidicon quando nel 1981 disse non c'è rivoluzione senza investimento libidinale. Allora non avevamo capito quella battuta, ma l'investimento dei desideri nella nostra pratica politica quotidiana inconsciamente già lo praticavamo. Credo sia stato questo il motivo per cui 200 o 300 soggetti radicali in tutta la città siano stati in grado di lanciare dei messaggi e delle pratiche ancora oggi condivise da migliaia e migliaia di persone. Merci, c'est tout.